La question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer un mode de management qui ne s'en remette pas uniquement à l'obéissance hiérarchique, c'est-à-dire juridique. Et donc c'est le sens de l'engagement qui est sous-jacent à ça. Et puis la deuxième question, c'était de me dire, mais au fait, on peut se poser des tas de questions d'ordre éthique sur le sens du travail, le sens de la coopération, et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui se passe quand on est sous les bombes ? Par exemple, comme ça peut se présenter actuellement. Donc ça veut dire que le contexte, évidemment, a un rôle majeur dans ce qu'il nous est possible d'entreprendre ou pas. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander quelles sont les conditions dans lesquelles le management pourrait contribuer à faire en sorte que le travail soit humanisant, au lieu que le travail soit déshumanisant. Et donc c'était la deuxième étape qui est un peu une prise de recul en termes de contexte et d'action contextuelle pour dire mais le management, la performance c'est une chose, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le travail soit ce qu'il est, c'est-à-dire une ressource pour devenir un peu plus humain. Voilà. Et donc ça c'est le deuxième bouquin qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle La fabrique des mondes communs. Et donc pour essayer de concilier le travail, le management et la démocratie, puisque la pointe, c'est que quand nous sommes un peu plus épanouis, nous sommes capables de devenir des citoyens accomplis aussi, quoi. Bon. Donc de participer, de coopérer, etc. Alors donc, sur cette question de peut-on croire au management, je voulais juste poser à titre d'exemple, de point de repère, 3 bouquins, dont certains, en tout cas un, je suppose, vous devez bien le connaître, et qui, me semble-t-il, de façon différente, pose la question. En 2005, il y a eu un petit bouquin, au Seuil, dans la collection de Rosan Vallon, de François Dupuis, consultant et sociologue, qui s'appelle La fatigue des élites. Et le sous-titre, c'est Le capitalisme et ses cadres. Et donc les élites, c'est de dire, ben voilà, le capitalisme, il a besoin des managers pour que la boutique tourne, mais actuellement, on dirait qu'il y a comme une fatigue. Alors c'est pas une fatigue au sens d'être fatigué par, c'est au sens d'être fatigué de. C'est quelque chose comme une lassitude. Et la question, c'est que ce qu'analyse François Dupuis, c'est que le contexte est celui d'entreprises qui doivent être de plus en plus réactives, de plus en plus manœuvrantes, et que donc les grands process participatifs et consultatifs, on va dire, ça prend du temps. Et donc ce qu'il analyse, c'est que tout d'un coup, la décision est remontée au comité de direction, et que les managers, ils se disent, mais au fait, à quoi je sers dans cette histoire, quoi. Donc, 1, autonomie qui se restreint, et 2, la protection qui n'est pas du tout garantie, quoi. C'est un peu la différence entre être cadre et être manager. Bon, alors ça c'est un premier point. Donc, est-ce que les cadres du coup sont réduits à être des courroies de transmission? Deuxièmement, il y a un an avant, c'est un autre psychosociologue qui s'appelle Jean-Pierre Durand, qui a écrit un livre qui s'appelle La chaîne invisible. Travailler aujourd'hui 2 points, flux tendu et servitude volontaire. Et en fait, il analyse différents contextes de travail à flux tendu. Et notamment, il y a toute une analyse sur comment ça se passe dans les boutiques McDo, où il montre que le flux est tellement tendu et l'engagement des employés est tellement important que tout le monde a comme une obsession, c'est que surtout le flux tendu ne rompe pas. Et donc ils sont tellement concentrés dans la tâche qu'ils disent, en fait, le management est superflu. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez jamais vu un manager dans une boutique McDo? Ben non. Et on pourrait se dire, avec un certain nombre de dispositifs suffisamment élaborés, entre guillemets, on pourrait imaginer que finalement les managers, on s'en passe. Et il me semble que depuis 2004, Jean-Pierre Dupuis, La chaîne invisible, il y a une explosion du numérique, bientôt de l'IA, et que ça devient quelque chose de très concret, quoi. C'est une question qui n'est pas de haute spéculation. Et on pourrait, dans un premier temps, se dire, mais en fait, maintenant, le rôle des managers, c'est de rester dans son bureau pour remplir du tableau de reporting sur Excel. Et en fait, l'équipe ne le voit jamais, parce que l'important dans l'encadrement, c'est que l'information de reporting remonte à qui de droit. Excusez-moi. Et puis, il y a un 3e bouquin, qui est celui auquel je pensais, parce qu'il a été fait par un groupe de travail de la CFDT, qui en fait formule en titre une préoccupation qui est presque la synthèse des 2 autres, c'est-à-dire travailler sans se renier. Et donc on pourrait dire, est-ce que je suis finalement un suppôt d'une cause qui n'est pas la mienne, ou est-ce que je crois un petit peu à ce que je fais? Bon, alors donc ça c'est
on voit, c'est aussi une question politique, mais aussi d'estime de soi. Est-ce que je suis un objet, quoi, un instrument, ou est-ce que je suis une personne avec sa conscience, sa responsabilité, ses initiatives? Alors donc, dans cet exposé, moi, j'aimerais développer une première proposition qui serait minimale, mais qui n'est pas si ténue que ça. C'est de dire, quel que soit le contexte, que mes moyens soient limités comme ils sont limités, les effectifs, les délais, les objectifs, etc., etc., il reste, je dirais, presque toujours, parce que c'est la question, de la marge de manœuvre. Il me semble-t-il, et là ça ouvre une piste de management, c'est, me semble-t-il, il reste de la marge de manœuvre dans la manière de faire. Il y a mille et une façons de dire « passe-moi le sel ». Ferme la porte. Et donc, me semble-t-il, c'est toute une dimension qualitative de la façon de s'y prendre en tant que manager dans ses missions managériales. Et qu'est-ce que c'est que le style? C'est quelles sont les multiples variations possibles à partir d'une règle. Bon, le truc évident, c'est par exemple, vous prenez Mozart, il a strictement rien changé à l'harmonie classique, mais à la première mesure, on sait que c'est du Mozart. Et donc ça, c'est le style. Il a une manière d'utiliser les règles de la musique qu'il a apprises, qui fait que il y a Mozart touch et ça se reconnaît tout de suite. Et on pourrait dire, après, c'est en contexte managérial, c'est la personnalité, c'est que le courant passe, c'est que on a une bonne relation, c'est qu'il y a un climat. Et donc tout ça, c'est des questions de manière. Ensuite, plus largement, je dirais poser clairement que le management, à mon sens, est nécessaire, une fonction nécessaire pour que l'équipe ne cède pas à la loi du plus fort. Ça, c'est une réponse à ce qu'on a appelé l'entreprise libérée, en disant mais la hiérarchie, on s'en passe. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est le panier de crabes, quoi. Donc, qui est-ce qui peut être l'arbitre, si ce n'est la personne en fonction de manager? Bon. Donc, c'est pour dire il y a du pouvoir, il faut le prendre au sérieux. Deuxièmement, on pourrait imaginer un éclatement des équipes de travail. Écoute, ça se règle par l'IA, par le télétravail. Enfin, et me semble-t-il, ça n'est pas souhaitable, parce que c'est une façon, je dirais, vu des salariés, d'être divisé pour qu'on règne mieux. Donc d'être éclaté, atomisé. Il y a toute une littérature chez Hannah Arendt sur société totalitaire et justement la situation d'être atomisé. Bon, et donc c'est pas la peine de transposer le truc en management et en entreprise, quoi. Donc il ne s'agit pas, de façon plus sobre, de dire que le pouvoir managérial serait remplacé par la logique marchande, la concurrence organisée par un marché. Et on voit que dans certaines entreprises, c'est une tentation d'instaurer comme ça, l'air de rien, une logique de concurrence marchande au sein même des effectifs, des équipes. Bon. Et puis troisièmement, c'est pour dire que le management tel que on sera amené à le critiquer, je dirais une certaine conception très centrée sur la performance qui applique le management par objectif de façon très focalisée sur les chiffres, bon, me semble-t-il, organise des processus anonymes qui sont sous-efficients. Contrairement aux prétentions de ce management-là qui est obsédé par la performance, me semble-t-il, c'est tout à fait sous-optimal par rapport à ce qu'on pourrait faire avec une autre manière de s'y prendre, plus respectueuse justement de ce que nous sommes, c'est-à-dire humains. Voilà. Et donc, ça voudrait dire en quelque sorte que le pouvoir, y compris en management, on peut aussi s'en servir bien. Donc c'est pas une fatalité de s'en servir mal, il faut pas le mettre par-dessus bord et se dire mais voilà, ça fait partie des choses humaines de n'importe quel collectif, il y a du pouvoir. Et quelle partie on peut en tirer pour un mieux partagé. Bon, après, cela dit, il y a une difficulté qui fait peut-être objection, c'est que on n'y pense pas forcément, mais que nous sommes dans une société qui se réclame foncièrement de valeurs d'égalité. Nous sommes tous libres et égaux en droit, et en gros, tout le monde en est convaincu, intimement, quoi. Et puis, en pratique, il y a un domaine
dans lequel il y a un principe hiérarchique qui s'applique, c'est l'entreprise. Et avec des managers qui sont préposés à faire en sorte que ce soit bien le cas. Et donc, on pourrait dire, à partir de là, c'est quand même délicat, parce que tout le monde sait qu'on croit au contraire, et puis il n'empêche qu'il faut que la boutique tourne, et donc on fait comme si on ne savait pas. Et il me semble que c'est une difficulté qui est un peu tue, qui reste très implicite, qui est néanmoins très présente, et que ça peut être explicatif d'une espèce de propension du management à s'exercer par la bande, c'est-à-dire par des dispositifs, par des procédures, par des protocoles, par des choses qui sont anonymes, qui canalisent les comportements ou qui les préformatent, comme si c'était naturel, comme si personne ne l'avait conçu, voulu, décider. Et donc, ça devient quelque chose, entre guillemets, de naturel, qui ne fait plus débat et qui a été conçu pour ça. Justement pour peut-être éviter la situation de face à face où on voit bien que nous sommes à égalité entre deux ou trois, entre humains, quoi. Et donc, c'est la difficulté qu'affrontent les managers. Bon. Et pas seulement eux. Donc, l'idée, ce serait, est-ce qu'on pourrait pas, justement, imaginer, pour tenir compte et prendre au sérieux cette donnée que nous croyons à l'égalité entre les humains, eh bien, d'imaginer un management qui en tienne compte, c'est-à-dire en particulier, c'est ma proposition, un management qui cherche, qui se mette en quête, en recherche du consentement et non pas de l'obéissance hiérarchique pure et simple. Autrement dit, que l'égalité passe par de la conviction. Quelque chose qui est partagé, qui est mis en commun, qui est discutable, mais qui fait qu'on y croit les deux et que nous sommes consentants à y aller dans tel sens plutôt que dans tel autre. Et que, à partir de là, ce serait une bonne partie du travail des missions du management. Alors, pour cela, je vais procéder en 3 points pour dire que, me semble-t-il, pour bien penser au management, il faut essayer de comprendre le moins possible ce qui se joue dans l'engagement au travail. Je dirais tout bêtement, un bon jardinier doit s'y connaître en plantes. Sinon, il va s'imaginer qu'avec des grands coups d'arrosoir, sauf qu'il y a aussi l'ensoleillement, l'engrais, le terreau, la saison, etc., etc. Et donc, tout se passe comme si on pouvait manager sans avoir réfléchi à ce que c'est que l'engagement du comportement humain, quoi. Et donc, me semble-t-il, il y a quand même une première étape de dire, mais au fait, on n'est pas des insectes, on est des humains. Et donc, ça veut dire quoi? Bon, alors ça c'est premier temps. Deuxièmement, c'est du coup qu'est-ce que ça impliquerait pour faire en sorte que le travail soit humanisant au lieu d'être déshumanisant. Et puis troisièmement, je terminerai rapidement, dans le temps qui va rester, par quelques exemples de pistes que ça permettrait d'explorer. Alors, pour bien manager, premièrement, comprendre ce qui se joue dans l'engagement au travail. Alors, le travail, ça n'est pas du loisir. Ça veut dire que le travail, c'est fatigant. Le travail, c'est difficile. Il y a plein d'obstacles, d'épreuves, etc. Et en fait, il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est Christophe Dejour, qui a beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, psychiatre et psychanalyste, donc essentiellement du travail, qui parle de la dimension sublimatoire du travail. C'est-à-dire que le travail, c'est ce qui conduit à se sublimer. Je bute sur une difficulté et voilà que je me trouve capable de surmonter l'obstacle. Et en fait, c'est ça la sublimation. Je dépasse un premier étape de difficulté et en fait, je transforme de la souffrance en plaisir. Alors, ça n'empêche que ça nous fatigue, mais le soir venu, ça donne ce qu'on appelle une saine fatigue. On est claqué, mais on sait pourquoi. Et c'est pas uniquement absurde. Non, ça, c'était pas gagné le matin, eh ben on l'a fait, quoi. Et on n'est pas mécontent. Donc, cette saine fatigue, ça nous pose la question en tant que manager, dans quelles conditions est-ce que le travail peut être organisé en sorte que ça le permette, hein, cette sublimation. Et je dirais inversement, le cas contraire, c'est le burn-out. Donc, en fait, on voit bien que là, on pourrait dire c'est organisé comme une adaptation sans fin,
qui fait qu'on n'arrête pas de s'adapter, on en rajoute des couches, et en fait, à tel point que on est toujours sur le tapis roulant qui n'arrête pas de défiler à toute vitesse, et à un moment donné, il y a comme un signal d'alarme, c'est le corps qui nous dit stop, et on s'effondre, et c'est la dépression, burn-out, quoi. Parce que les conditions de travail n'ont pas été compatibles avec cette dimension sublimatoire des obstacles qui sont à notre portée, quoi. Deuxièmement, une dimension très importante, c'est la différence entre travail prescrit et travail réel. Ça, c'est ce que l'expérience de laboratoire, si on peut dire, c'est la grève du zèle par les douaniers. En fait, les douaniers, comme ils n'ont pas le droit de grève, à la place, ils font la grève du zèle, c'est-à-dire qu'ils appliquent scrupuleusement, exhaustivement, l'ensemble de la procédure. Et du coup, ça déclenche des kilomètres d'embouteillage à la frontière, chose qui n'est pas le cas le reste du temps. Et donc, on voit bien que le reste du temps, ils ont une application intelligente de la règle qui fait que on se contente pas mécaniquement de ce qui est prescrit dans la procédure, on l'adapte, on l'ajuste, il y a une forme d'ingéniosité qui fait finalement que le travail débouche, que le travail marche. Donc, ça veut dire que pour les prescripteurs, il faut pas du tout s'imaginer que le travail est terminé une fois que la règle a été formulée. C'est là que ça commence, au contraire. Bon. Troisièmement, il y a travail et quelles sont les attentes, nos attentes à l'égard du travail. Et donc là, il y a quelque chose comme un arbre qui cache la forêt, c'est qu'on parle tout de suite de ce qu'on appelle la fonction instrumentale, c'est-à-dire le travail comme un moyen de vivre, ça coûte, de gagner son salaire. Les salaires et les avantages. Donc ça, c'est là ce qu'on appelle la fonction instrumentale. Et là aussi, on s'imagine qu'une fois que la question salariale a été réglée, le problème de la condition de travail, c'est le beau fixe. Pas du tout, parce que il y a ce qu'on appelle la fonction expressive du travail, celle avec laquelle on s'exprime, celle qui a du sens. Et donc, ça veut dire, est-ce que je suis autonome dans mon travail? Est-ce que je me sens dans mon travail et dans l'existence? Bon. Ce qui pose la question du travail précaire. Est-ce que si j'enchaîne les missions d'intérim les unes après les autres, ou les trucs de CDD qui n'en finissent pas, est-ce que je me sens vraiment autonome dans la vie, quoi? Deuxièmement, il y a la question de, est-ce que je me sens utile? Et donc là, d'un point de vue managérial, ça veut dire, est-ce que j'ai une quelconque idée des suites de mon activité? À quoi ça contribue? À quoi ça sert? Est-ce que ça donne satisfaction? Qu'est-ce que les autres en pensent? Donc ça s'organise, tout ça. Troisièmement, être inclus. Je fais partie d'une équipe. Même, je peux dire, j'exerce un métier. Je fais partie du beau métier, bon, X, Y, Z. Voilà. Donc il y a une fierté d'appartenance, à condition que ce ne soit pas divisé pour régner qui l'emporte. Et que chacun soit pas trop que le nez sur le carreau de la performance individualisée, en oubliant tout ce qui se passe autour. Et puis, quatrièmement, est-ce que mon travail est intéressant? Et donc là, ça a à voir avec le contenu de fonction, les missions, et puis l'adéquation au poste. Donc, qu'est-ce qui se passe en recrutement, et qu'est-ce qui se passe quand à l'extérieur, on vous contraint les chômeurs à quitter le plus vite possible la situation d'être chômeur pour accepter plus ou moins n'importe quoi, parce que c'est organisé comme ça pour des raisons d'économie budgétaire, quoi. Je ne vise personne, mais bon. Voilà. Et donc, ce me semble-t-il, ça conduit à critiquer, donc au bon sens du terme, à porter un œil critique sur plusieurs approches, qui sont des choses classiques, qui, me semble-t-il, ne sont pas sans influencer pas mal de monde dans les sphères dirigeantes, disons. C'est d'une part Adam Smith, qui est en fait le grand fondateur de l'économie de marché, du capitalisme libéral, pour qui le travail, le contenu, l'activité de travail, je le cite, est un sacrifice de repos, de liberté et de bonheur. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la division du travail qui permet de mettre ça, de faire un marché avec du travail qui se vend et qui s'achète et qui va permettre une performance collective. Mais la condition au travail de personne par personne, ça l'intéresse pas du tout. A priori, il en a une vision très négative. Deuxièmement, il se trouve que il n'est pas sans avoir inspiré ce qu'on appelle la théorie néoclassique. Et donc, vous savez, l'économie qui est modélisée en courbe avec des X et des Y, où on trace des courbes, et notamment où on parle du choix du producteur ou du consommateur en termes d'utilité. Donc la notion positive, c'est qu'est-ce que ça me rapporte, et puis la notion négative, c'est la désutilité.
Et on se rend compte que la théorie néoclassique présente le travail comme une désutilité. C'est-à-dire que c'est dans cette logique-là conçu comme le moyen de gagner sa croûte, l'utilité étant le salaire. Mais le travail lui-même est jugé comme une désutilité. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a ça dans les têtes, quoi. Bon, à partir de là, vous avez un économiste monétariste tel que Milton Friedman de l'école de Chicago, qui a été un des grands concepteurs de la théorie de l'agence, qui s'intéresse à comment faire en sorte que la direction, la haute direction, soit en phase avec les intérêts des actionnaires, le conseil d'administration. Et donc le système qu'il invente, c'est un système d'intéressement. C'est-à-dire qu'il dit, c'est les primes, c'est les stock options. En fait, l'idée, c'est qu'une partie importante de la rémunération des dirigeants sont indexés, sont payés en actions, donc sont indexés sur l'évolution du cours de bourse. Donc, c'est leur intérêt de faire en sorte que l'évolution du cours de bourse, qui est l'intérêt des actionnaires, monte. Et comme ça, ce sera le cas pour la rémunération. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui donne, du haut en bas en cascade de la hiérarchie, la rémunération qui est indexée sur les objectifs du haut en bas. Et donc, on s'imagine donc que une fois qu'on raisonne en termes d'incitation pécuniaire, le problème est réglé. Bon, ce qui n'est pas le cas. Et vous savez que ça a été théorisé par un grand juriste qui est Alain Suppiot, S-U-P-I-O-T, qui était professeur au Collège de France, spécialiste en droit du travail, et qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « La gouvernance par les nombres ». C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à l'activité de travail humaine, on s'intéresse aux indicateurs de performance. Et donc, ce sont les normes qui nous gouvernent, et dit c'est une façon de faire en sorte que le comportement humain réagisse à des signaux, comme sur un marché. Ah, ça monte, ça baisse, on fait pas. Voilà. Donc, ça nous attire l'attention sur le fait que c'est une forme de néo-taylorisme, mais qui a les inconvénients du taylorisme. Bon. Alors, comment essayer deuxième point, comment essayer de rendre ce management efficient, plus efficient, et de fait, en contribuant à ce que le travail soit, dans sa teneur, humanisant. Alors, je dirais, on pourrait passer beaucoup de temps dessus, évidemment, mais je vais juste poser des couples de notions comme ça. Il me semble que ça revient à concilier appartenance et distanciation. L'appartenance à l'équipe, et en fait, je dirais, en traduisant, ce serait, est-ce que notre engagement attendu est d'être un embrigadement ou pas? L'idée, ce serait que très souvent, on sent qu'il y a une espèce de conformisme, de pression du groupe. Il y a la langue de bois, il faut dire comme le chef, attention au sujet délicat, ceci, cela. Et en fait, donc l'appartenance devient égale conformisme. Et ça veut dire que ce qui passe à la trappe, c'est des individualités, c'est des singularités. Et donc, ça nous donne l'idée qu'en fait, le travail, c'est une façon de s'embrigader, et moi, je les vois, mieux je me porte, quoi. D'où, notamment, les attraits du télétravail, parce que moi, chez soi, on les voit pas, quoi. Et du coup, le manager se dit, mais attention, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont chez eux? Est-ce qu'ils bossent? Bon. Et donc, ça induit un surcroît de contrôle. Et donc, c'est le chat et la souris, et on n'en sort pas. Donc, me semble-t-il, il y aurait toute une piste de travail en management, ce serait comment est-ce qu'on peut concilier l'individualité et le collectif. Comment est-ce qu'on peut, avec un certain management, autoriser à ne pas être d'accord, à ne pas comprendre, à ne pas avoir le même rythme, que ce soit pas tous, je veux voir qu'une tête, quoi. Je signale en passant que concilier appartenance et distanciation, c'est exactement ce que nous faisons quand nous lisons quelque chose qui nous passionne. Quand je lis un texte qui m'embarque, que ce soit une fiction, un raisonnement ou n'importe, ça m'embarque tellement que de temps en temps, il faut que j'arrête, que je sors du texte, que je réfléchisse, que je tire des plans sur la comète, que je marque une pause. Et donc là, je vois bien, et ensuite je replonge, parce que ça m'a tellement changé, influencé, intéressé, qu'il faut que je me remette les affaires en marche, parce que je suis en désordre.
Et donc, tout d'un coup, je mets une pause. Il faut que je sorte du texte pour ensuite pouvoir me réengager encore mieux dans ce texte qui me passionne. Il me semble qu'on peut tout à fait imaginer un engagement intelligent qui, justement, concilie d'être dedans et d'être dehors comme une respiration. Deuxièmement, comment ça peut s'obtenir? Simplement, c'est pour dire, on en a parlé tout à l'heure, ça s'obtient par la confiance. Très facile à dire, très difficile à faire. Bon, mais l'idée c'est que, puis premièrement, c'est que la confiance n'est pas la reliance. Je dis ça pourquoi? Parce que on s'imagine très souvent que quand on parle de transparence, on parle de confiance, que la transparence va établir la confiance, alors que pas du tout. Parce que justement, la confiance, c'est ce qui me permet de ne pas contrôler. Donc, je n'ai que faire de la transparence. Parce que je fais confiance, j'ai pas besoin d'y mettre mon nez. Et donc, ça n'empêche que de temps en temps, on a besoin de mettre notre nez. Quand j'achète un escabeau, avant de monter dessus, pour la première fois, je vérifie que c'est bien du solide, quoi. Donc, je contrôle. Quand il y a une nouvelle recrue dans l'équipe, il y a une période d'essai. On voit que ça marche ou pas. Et ensuite, on considère qu'il y a la confiance. Et éventuellement, il peut y avoir des accros. Et donc, il peut y avoir très bien des allers et retours entre confiance et reliance. La reliance étant le mot anglais qui dit se fier à, compter sur. Donc là, il faut que je contrôle. Mais de temps en temps, la confiance n'est pas la transparence. Et en fait, l'idée de confiance, c'est que difficulté par-dessus le marché, non seulement ça se détruit en un instant, alors que ça met des semaines et des mois et des années à se construire. C'est très fragile et ça s'évapore comme ça. Mais surtout, la confiance ne se produit pas. C'est-à-dire que là aussi, il y a tout un aperçu sur des manières de manager par la bande, si j'ose dire, indirectement. Il y a un bouquin d'un spécialiste de communication qui s'appelle Daniel Bougnou, qui s'appelle « La communication par la bande », justement parce qu'il dit, mais en fait, je peux avoir l'intention de vous communiquer tout ce que j'aimerais, mais en fait, c'est vous qui recevez ou pas le message. Donc, je maîtrise rien du tout. Je peux faire tout un tas d'efforts, bien sûr, mais c'est quelque chose que je ne peux pas vous imposer. Et la confiance, pareil. Donc, attention aux injonctions paradoxales en s'imaginant qu'on va produire industriellement de la confiance. On peut inversement créer un climat, des humeurs, des manières de faire. Et puis, peut-être qu'un truc qui marche bien aussi, c'est de dire que c'est pour de vrai et que c'est pas pour de faux. Donc, ça implique d'être prêt à prendre des risques. Parce qu'on voit, elle le fait, avec des risques. Donc, c'est pour de vrai, quoi. Il me semble que ça atteste d'une authenticité dans l'engagement, dans le sens de la confiance. Bon. Ensuite, il y a un deuxième duo entre le formel et l'informel. Là, je vais le dire très vite. Le formel, c'est l'organigramme, le contrat de travail, la procédure, la convention collective, tout ce qui a été intentionnellement conçu, formalisé, rédigé, formalisé. On a tendance à s'imaginer que c'est comme d'être sur des rails, après ça file tout seul. La question que ça ne permet pas, le formel, que ça pose, loin d'y répondre, c'est avec quelle énergie est-ce qu'on s'engage dans le respect de la règle? Parce qu'on y croit. Donc, la règle n'est pas capable, il n'y a pas dans la règle l'énergie pour appliquer la règle. Elle est à chercher ailleurs. Et donc, cette énergie, elle est à chercher dans le contexte. Qu'est-ce qui fait que les automobilistes respectent plus ou moins le code de la route? C'est pas le code de la route lui-même. C'est pas si on met des policiers à tous les carrefours. C'est la conviction que si on s'y prend pas comme ça, on pourra pas aller très loin et donc la circulation sera impossible. Donc c'est le désir d'entreprendre quelque chose qui a du sens qui donne son autorité à ces règles que nous respectons. Et donc l'action du manager ne saurait se borner à prescrire. Elle est au contraire de ménager les conditions qui donnent du sens qui accréditent le sens le sens favorable, le sens sensé, si j'ose dire, de ces règles. Alors, enfin, dernier élément, ou peut-être je peux donner un exemple dans le domaine de l'évaluation. Chaque année, les rituels managériaux, c'est entretien d'évaluation de la performance. Et donc, le manager qui reçoit dans son bureau tous les membres de l'équipe l'un après l'autre pour évaluer leurs résultats.
il me semble que on a tendance, si on est très centré sur la règle, à la limite, l'entretien, on pourrait s'en passer. Parce que, dans une certaine conception très formaliste, on dit, bon, donnez-moi vos résultats à partir des indicateurs qu'on a prévus comme indicateurs chiffrés de vos objectifs. Moi, je fais ma petite table, ma petite arithmétique. Je calcule est-ce que vous avez dépassé, est-ce que vous êtes en amont, est-ce que vous êtes en aval, etc. Je fais la somme et je peux vous dire la note. En faisant ça, c'est sûr qu'on anéantit la relation. Parce que la personne intéressée va se dire, mais en fait, ça n'a pas de nom, cette évaluation, quoi. C'est un truc purement formel. Donc, l'idée, me semble-t-il, c'est inversement de contextualiser le plus possible pour ne pas partir de l'indicateur formel, à savoir les chiffres, mais pour partir de l'activité elle-même, le vécu du travail au jour le jour, avec un management qui va avec, c'est-à-dire qui est présent là où ça se passe, qui peut apporter des explications, qui a du temps de disponible pour écouter, pour échanger le bout de gras, qui connaît tel et tel très bien, par le prénom, etc. Et donc, en fait, qui accompagne véritablement l'activité au lieu d'évaluer des résultats, un peu comme un thermomètre prendrait la température, comme ça, factuellement, d'un liquide. Là, au contraire, c'est de se dire, mon évaluation n'est pas juste un instrument de mesure, c'est un acte de management, et donc, c'est l'aboutissement d'un an de boulot, d'un an de collaboration. Et à partir de là, je ne peux plus être d'abord dans les chiffres pour les appliquer à une situation, je dois être exactement dans l'autre sens, dans une situation le plus contextualisée possible, pas pour chercher des circonstances atténuantes à je ne sais quoi, pour comprendre, pour être pertinent. Et donc ensuite, je vais extrapoler ce vécu, constater, partager, discuter, pour sous la forme d'une note, d'une évaluation qui va rentrer dans la grille. Ça a été très pensé, pas du tout par rapport à l'évaluation, mais par rapport par Kant, Emmanuel Kant, qui a deux jugements. Il a inventé deux jugements. Il dit, quand on applique un savoir scientifique, c'est le jugement déterminant, de haut en bas. J'applique ma règle générale, je sais que je connais le mot micro, et je sais que ceci est un micro. Il y en a des gros, des petits, qui marchent pas, etc. Bon, il rentre dans la catégorie micro, qui est une catégorie générale, abstraite. Ça, c'est le jugement déterminant. Inversement, quand, par exemple, j'entre dans une salle d'exposition, on voit bien, quand on entre, et qu'on n'a jamais, en face de moi, il y a un tableau que j'ai jamais vu. Si je suis très marqué jugement déterminant, ma tendance, ça va être de chercher une notice quelque part, chercher des infos sur le truc. Et après, seulement, je vais aller voir le tableau, pour plaquer mes catégories sur le tableau. Alors que si je me colle devant le tableau en disant « qu'est-ce que ça me fait ?» Alors là, c'est le jugement réfléchissant chez Kant. Je pars du contexte et tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai des catégories que j'avais déjà dans le crâne, dans lesquelles cette expérience unique, inédite, singulière, elle va se loger. Ah ben, ça fait penser à tel truc, ou ça m'insupporte, ou je déteste, etc., ou ça me transporte. Et donc, chez Kant, juste un mot, c'est très important, je trouve que c'est génial comme idée. Il dit, pour lui, c'est la source du plaisir esthétique. C'est que nous éprouvons notre capacité en tant qu'humains à établir un lien entre du singulier et du général. Et je trouve que ça demande à être appliqué dans le plus possible de situations d'un management qui soit du coup un management non pas cérébral dans la tête, mais sensible, proche, ajusté, on pourrait dire. En tout cas, d'avoir cet éventail de choix de jeu dans son jeu de cartes, pour tantôt jouer telle carte abstraite, tantôt jouer cette carte très vécue, sensible, concrète. Voilà. Bon, alors maintenant, j'aimerais proposer quelques pistes, comme ça, à titre d'exemple, notamment qui ont pour point commun de porter, comme je disais au début, sur la manière, c'est-à-dire en l'occurrence sur la posture, la façon de se comporter, y compris la posture mentale. Ça coûte pas un centime, il suffit d'y penser, un peu de pratique, et ça facture rien en consultant, c'est juste du réfléchir, quoi. Et donc, la première différence, c'est la différence entre pouvoir et autorité.
le pouvoir, c'est un peu ma chose. Vous avez vu, comme on dit au service militaire à l'époque, vous savez compter, il fallait compter le nombre de barrettes sur les épaulettes, ça veut dire je suis le chef. Bon. Et donc j'ai exécution parce que c'est le chef qui l'a dit. Bon. La question c'est, faire autorité, c'est pas du tout ça, parce que le pouvoir pur et simple peut avoir un effet infantilisant. Les gens, ils vont faire parce qu'on leur a dit qu'il fallait le faire, mais en fait, ils vont jamais apprendre leur métier, parce qu'on leur demande surtout de pas réfléchir, d'obéir beaucoup, pas réfléchir, pas d'initiative, parce que c'est le chef qui a le monopole de l'initiative. Enfin, une certaine conception comme ça, un peu petit chef. Bon. Et puis, à l'opposé, il y a, qu'est-ce que c'est que faire autorité? C'est une posture dans laquelle, ça n'est pas moi qui autodécrète que j'ai de l'autorité, c'est que c'est mes interlocuteurs qui me disent, ah ben, je te fais confiance. Ou peut-être ils me le disent pas à moi, mais ils se le disent entre eux. Ah ben ouais, elle me fait confiance, etc. Et en fait, l'idée, c'est à ce moment-là, c'est quelle est cette posture? On pourrait dire, le pouvoir, c'est un pouvoir qui s'exerce sur quelqu'un, alors que l'autorité, c'est un pouvoir qui s'exerce avec quelqu'un. Donc on n'est pas au-dessus, on est à côté. Et du coup, on n'est pas surplombant, on est en train de faire quelque chose ensemble. Et ça veut dire que, en fait, la posture d'autorité n'a rien, absolument rien contre le principe hiérarchique, mais simplement en filigrane, il y a une notion d'égalité superposée. C'est-à-dire que ce qui me soucie dans cette posture-là, c'est que l'autre, il grandisse. Il ne devienne pas un infantile jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. Que un jour, il puisse non seulement prendre son envol, mais éventuellement être plus expérimenté que moi. Donc ça veut dire que, en filigrane, il y a, de part et d'autre, ce message que nous avons compris que nous savons que nous sommes égaux. Pas en même temps, mais en tout cas, cette posture, elle est présente. Et deuxièmement, l'autre dimension d'égalité, c'est que je ne peux pas, comme je disais tout à l'heure, autodécréter que c'est moi qui fais autorité. Ce sont les autres. Donc je suis entièrement exposé, vulnérable, à leur avis. Et donc c'est pas moi qui peux faire le chef sur la question, quoi. Donc là, c'est eux qui sont, puis il y a une inversion. Comme dit un philosophe Gadamer, il dit, il n'existe d'autorité que reconnue. Donc c'est reconnu par les autres. Et donc, en fait, l'idée de cette posture d'autorité, c'est que implicitement ou explicitement, elle se situe dans une posture de transmission. Moi, j'ai eu mon lot, j'ai eu ma chance, je suis à l'instant T dans telle fonction, mais je suis sûr que à vous le tour après, quoi. Et donc de transmettre, et du coup de se situer dans une perspective qui peut aussi faire allusion, faire référence à un métier, à des pratiques, etc. Donc on voit qu'il y a aussi une temporalité qui est très différente. Deuxièmement, une autre notion, c'est, on pourrait dire que le manager, en quelque sorte, est un traducteur ou une traductrice. En fait, il y a plein de métiers différents dans des services qui sont parfois un peu en silo. Donc il y a les juristes, il y a les commerciaux, il y a les techniciens, etc. Et en fait, ils ont des formations spécifiques, ils ont des préoccupations particulières. Des fois, ils parlent pas le même langage, quoi. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va arriver à se comprendre. Et il me semble que ça peut être une des fonctions au sein de l'équipe et entre différents métiers, entre différentes structures verticales, de pouvoir faire la passerelle, expliquer le point de vue des autres. Bon. Et puis, ça c'est horizontalement, et puis il me semble que verticalement aussi, qui aurait un rôle très important. Alors, on insiste souvent sur le rôle de traducteur descendant, de haut en bas, par le manager, donc expliquer la stratégie, expliquer la volonté de la direction, etc. Mais à mon avis, c'est tout aussi important d'être le traducteur dans l'autre sens, ascendant. Dire, ben voilà où en sont les équipes. Votre dernier projet, on l'a testé. Le protocole du Trucmuche, on a vérifié. Bon. Et donc, voilà ce que, vu de l'activité de travail concret, ce qu'on peut en penser, parce que les concepteurs, les ingénieurs, les experts ne peuvent pas le savoir, quoi. Donc, l'idée, ce serait d'être traducteur. Donc, ça suppose d'être soi-même très agile. Et du coup d'avoir une espèce de distance par rapport à son propre vocabulaire, par rapport à sa propre façon de penser, en fait, on le sait très bien, plus on apprend de langues étrangères différentes, plus c'est facile. Donc c'est une question de pratique, d'exercice.
Et ça ne veut pas dire qu'on va perdre sa langue maternelle, au contraire. Par contre, on va au contraire l'appliquer de façon plus subtile, parce qu'on connaîtra des langages différents où il y a des couleurs différentes. Bon. Alors donc ça c'est par rapport à le manager et la traduction. Et enfin, avant de conclure, je dirais, il y a à mon avis un point très important dans le contexte actuel, qui n'est pas que propre au management, mais qui est très présent en management, c'est la question du temps. Alors, donc ça veut dire, quelle peut être la tâche, l'émission du management par rapport à cette question du temps qui nous rend malade, quoi. Donc, j'en donne 4 exemples. Il y a, est-ce qu'on peut ménager le temps de l'initiative? Parce que l'initiative, ça prend du temps. Pas seulement celle que je vais prendre moi, mais celle que les membres de l'équipe, peut-être, ils ont envie d'en prendre, quoi. Ou ils ont de très bonnes idées et que, est-ce qu'on leur laisse le temps? Bon. Et notamment, ça nous laisse le temps. Qu'est-ce que l'initiative, elle requiert, sans qu'on s'en avise, ça, avant de passer à l'acte, on se prépare. Mentalement, on imagine des scénarios, en fait, qui sont souvent des allers-retours entre notre expérience passée, ce qu'on a fait le coup d'avant, et puis ce qu'on anticipe et qu'on souhaite dans le futur, dans le résultat que nous anticipons. Et on cherche des scénarios qui aboutissent à ce qu'on souhaite le mieux, au compte tenu de notre expérience plus ou moins réaliste de ce qu'on a fait avant. Et donc ça, des fois, ça, non seulement ça prend du temps, mais ça nous empêche de dormir. Et en fait, parce que ça nous turlupine, parce que c'est compliqué, parce que c'est risqué. Donc on voit bien que, premièrement, que pour prendre l'initiative, bien souvent, il faut du temps. Le temps d'incubation, si j'ose dire. Mais que, inversement, si je passe mon temps dans l'urgence, essayez, en fin d'une journée, complètement au taquet, dans l'urgence non-stop, essayez simplement de vous rappeler ce qui s'est passé dans la journée. Et de vous en faire reconstituer le fil. Impossible. On n'y arrive pas. Donc on voit bien que la mémoire, elle est dépassée par l'urgence chronique. Donc c'est 2 raisons qui se nourrissent l'une l'autre, de maintenir, de rétablir, de ménager ce temps de l'initiative. Deuxièmement, il y a le temps de la coopération. La coopération est pas seulement la collaboration, pas seulement la coordination. La coopération, c'est une dimension spontanée. C'est quand telle et telle personne, spontanément, travaillent ensemble, s'entraident et vont d'un point A à un point B. Ça suppose, en fait, ça suppose la sagesse de respecter une temporalité spécifique. Parce que ce qui se joue à ce moment-là, c'est le don conçu par Marcel Mauss. C'est-à-dire que la coopération, c'est une façon de s'entraider. On se donne des cadeaux, si j'ose dire, qui sont comme un signal pour dire, est-ce que tu veux bien me reconnaître? Et donc, si l'autre accepte le don, ça suppose de cette personne qu'elle fasse la réciproque un peu plus tard. Et à ce moment-là, quand il y a eu les 3 temps, donner, recevoir, rendre, ça veut dire qu'on est potes. Il y a un lien social qu'on vient d'établir. Et donc, il faut pas rendre tout le temps, ni tout de suite. Parce que si je rends tout de suite, ça veut dire que je vais être quitte. Pas du tout. Il faut le temps de voir que, en fait, la coopération, c'est que le temps, quand on est en dette, c'est le contraire de la dette commerciale. La dette commerciale, il faut la rembourser le plus vite possible. Alors que dans la dette de coopération, il faut que ça dure, parce que c'est ça qui creuse le sentiment que nous sommes en relation. Donc si je rends tout de suite, ça veut dire que je croyais qu'on est dans un rapport de boutiquier, alors que pas du tout. Donc ça demande du temps, ça suppose que le management ait la sagesse de respecter cette temporalité spécifique. En général, le management n'est pas très bien vu. Bon. Troisièmement, il y a le temps de l'informel, et donc ce serait qu'il y a le temps du management hiérarchique vertical. Et puis, il y a le temps informel de la coopération horizontale qui n'est prévu nulle part. Éventuellement, ça aura lieu, éventuellement pas du tout. Ici, dans telle équipe, oui, et dans telle autre, non. Ou bien aujourd'hui, oui, et pas demain. Bon. Et donc, tout ça, c'est spécifique. Et enfin, et mon dernier point de piste, à mon avis, que vous connaissez sans doute, mais que je trouve très porteuse en termes de management et d'humanisation au travail, c'est d'organiser des temps d'équipe pour la discussion sur le travail bien fait. Périodiquement, non seulement s'organiser sur les plannings des choses à faire, mais de dire, bon là, on se réserve 2 heures, mettons 2 heures par trimestre, pour échanger ensemble sur telle expérience de travail que nous venons de vivre en commun, pour que nous parlions
de nos différentes conceptions, parce que tous la vie sont autour de la table, sur ce que c'est que bien faire son travail. Et donc, ça veut dire que ça a plein d'avantages, parce que c'est quelque chose qui se fait. Il y a dans le travail, comme on dit, à partir du moment où le travail prescrit n'est jamais comme le travail réel, ça veut dire qu'il y a tout le temps des micro-inventions, donc des variantes. Et donc les gens se disent, mais est-ce que moi je fais ça à ma sauce, mais est-ce que c'est vraiment bien? Pas sûr. Donc des fois, on n'en parle pas. Inversement, ça peut être une très bonne idée et les autres n'en profitent pas. Donc on a tout intérêt à soulager la culpabilité, dire mais non, t'as fait ça, c'est très bien. Ou inversement, tu l'as fait, bon, recommence pas parce que peut-être que tel autre a une meilleure idée. Bon, mais que ça devient quelque chose de constructif, de positif, et que ça fait une discussion d'équipe sur quoi? Sur l'éthique du métier. Quelle est ma conception éthique de mon métier? Et donc ça, ce que Christophe Dejour il dit, c'est absolument dopant pour le moral, quoi. Et puis ça fait de la cohésion d'équipe, et puis encore, on pourrait dire, ça donne lieu à un diagnostic qu'on peut faire remonter à la hiérarchie en disant, mais vous savez, votre truc là, on a testé, voilà ce qu'on en pense, tout bien réfléchi. Et que ça amorce un management qui n'est pas que descendant, qui peut être circulaire. Bon, voilà. Alors pour terminer, je dirais 3 choses. Manager une équipe, ça consiste, me semble-t-il, à contribuer à l'estime de soi de chacun des membres de l'équipe. Ensuite, ça c'est individuellement, l'estime de soi. Ensuite, ça veut dire contribuer au climat et à la cohésion de l'équipe, donc le collectif. Il y a quelque chose qui émerge quand on est bien ensemble, ça s'appelle une équipe. Bon. Et puis troisièmement, si on élargit la temporalité, il y a aussi contribuer à la vitalité des valeurs du métier, notamment en discutant sur le travail bien fait. Et le métier, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est très mal mené par le management, par les résultats, qui est ultra court-termiste, qui n'a rien à faire de la façon dont les choses se fassent, qui regarde le résultat. Et je suis désolé, mais après les professionnels ils ont dit mais c'est pas du boulot ça. Et souvent ça fait débat dans les équipes, quoi. C'est pas du travail. Je ne veux pas travailler comme ça, quoi. Bon, et deuxièmement, ça veut dire que on est dans une perspective professionnelle à long terme et non pas ultra court-termiste à l'instant T, quoi. Donc ça c'est premièrement manager. Deuxièmement, je dirais un truc trop oublié, ne pas oublier de se manager soi-même. Bon, alors c'est la différence entre se comporter et se conduire. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Donc ça veut dire ménager l'écart entre soi et soi pour dire là au fait peut-être que je viens de dire un truc un peu discutable, etc. Bon. Et puis deuxièmement, ça veut dire prendre soin et donc de se ménager comme on fait là des temps entre pairs pour discuter le coup. Parce que sinon, trivialement, on pète un câble très facilement, quoi. Et enfin, je dirais, tout ça n'est pas suffisant. Je trouve qu'il faut pouvoir compter sur un étayage. Je dirais, pourquoi pas compter sur la DRH comme partenaire, quoi. Établir en tant que manager un rapport partenarial avec la DRH, plutôt que d'en avoir peur en disant qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer, quoi. Et puis je dirais deuxièmement, il y a une question institutionnelle qui devrait normalement en 2024 être d'actualité, mais j'ai bien peur que ça va passer à la trappe, c'est la codétermination. Parce que donc la codétermination, ça veut dire avoir une représentation au sein des conseils d'administration des entités et des organisations de travail à 50% à parité, représentation des actionnaires, représentation des salariés. Il me semble-t-il, à partir de là, les salariés ne peuvent plus être considérés comme la variable d'ajustement. Parce qu'ils sont co-dirigeants. Et ils sont, enfin, en gros, nous sommes chez nous, quoi. Enfin. Et donc, pourquoi je disais 2024? Parce que la loi Pacte de 2019 prévoyait une clause de revoyure pour faire un bilan en 2024. Notamment, il y a un article, je sais plus lequel, qui prévoit un certain nombre d'administrateurs salariés, qui a été fixé à 3-4, je crois. Bon. Et donc l'idée, pardon? Même pas. Et donc l'idée, ce serait, il suffit de changer un chiffre, et de dire 50%, et on est dans la codétermination. Mais je le sens pas trop dans le sens du vent. Voilà, je vous remercie.